Hello, de retour. Du coup, je vais commencer... On parle global pour en venir au total. Donc je vais commencer par vous présenter la post-production cinématographique. Et oui, là on est dans la team ordi. Je vais vous présenter un peu, ça va être interactif, mais on va déjà dire un peu comment ça marche normalement un peu dans le cinéma, mais on va essayer de tirer des petites idées qui pourront vous aider sur le tournage. Donc, la première étape, le tournage. On reviendra un peu dessus, je pense que je vais vous donner des conseils pour le montage, image, de petits trucs. Enfin, globalement, en fait, on va essayer d'améliorer votre qualité de vie pour le montage. Ça va être un peu ça mon ambition, parce que parler un peu plus artistique, sans avoir les rushs sous les yeux, ça va être... en fait, chacun de vos projets sera assez singulier pour que... ça sera plutôt, du coup, vendredi, que je vous aiderai sur cette partie-là. On pourra discuter un peu plus montage concret. Mais là, on va voir plus un peu côté technique. Alors, quelle est la première étape hyper importante qu'on fait après le tournage? Ça y est, on vient de filmer, tout, c'est super. Vas-y, t'as levé la main. Il y a un truc encore avant, encore plus primordial, qui se fait aussi pendant le tournage. Vérifier que les scènes soient bonnes. De voir si on doit la refaire ou pas, parce qu'on va faire. Ouais, alors là c'est quand même pendant le tournage ça. Mais moi il y a une petite étape par exemple qu'on va faire le soir, pour vous donner un peu plus d'indices. Manger, c'est important. Ouais. Et ouais, c'est tout bête, mais en vrai, la première étape, c'est les backups, hyper importants. Parce que là, même si, bon, ça va être très rapide, mais je vous conseille quand même de sauvegarder aux pauses. Par exemple, si vous tournez toute la journée, à midi, vous faites bien une copie de ce que vous faites. Parce que par exemple, vous filmez sur le pont de tout à l'heure qu'on parlait, et que le portable tombe dans l'eau, bon, vous avez perdu tout ce que vous avez fait le matin. Donc pensez bien à sauvegarder vos rushs. Et si vous voulez vraiment être des super personnes, faites-le sur 2 supports différents. Bon, ça, c'est vraiment s'il y a du luxe. Du coup, nous, dans le vrai cinéma, dans le cinéma professionnel, on va appeler ça le labo des rushs. Et en effet, du coup, on va sauvegarder tous les rushs. C'est une étape aussi où on va faire un truc que vous n'allez pas faire normalement. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit les rushs? Images et son. Voilà, je vous donne un petit indice. Oui, ça, bien sûr, on vérifie toujours, mais là, on va quand même aller plus dans les trucs assez basiques. C'est à cette étape-là qu'on va faire la synchro son-image. Et ça va me venir un premier petit truc que je vais vous tips, qui peut-être va paraître futile à première vue, mais c'est d'immatriculer les plans que vous allez faire. Et voilà, c'est le clap. Alors théoriquement, vous n'avez pas besoin de clap, puisque vous n'avez pas de son à synchroniser. Et même, on va penser qu'il n'y aura pas beaucoup de plans, donc vous pouvez vous en sortir. Mais moi, je vous conseille quand même de faire cette étape du clap, parce que sur les tournages, généralement, ça permet d'installer le fait qu'on va filmer. Ça vous met dans un... C'est comme le silence, vous savez, les fameux silence, moteur, action. Et en fait, tous ces petits processus, ils n'ont pas l'air comme ça, mais ça permet vraiment de se dire, ok, là, on y va, que... le chef-op, il va appuyer sur REC, pareil comme l'ingé son. Le perchvan va se mettre bien. L'acteur va avoir un petit moment de petit flottement. Hop. Donc, moi, je vous recommande quand même de bien faire des annonces, de dire, OK, on va tourner ce plan-là. Si vous avez le temps, même de peut-être mettre une petite feuille pour dire, bon, ça, c'est pas obligé, parce que vous n'aurez peut-être pas assez de temps. Et je vous recommande de prendre le temps. Donc, si vous pouvez enlever des actions inutiles. Mais quand même, faites des annonces, au moins à l'oral, de qu'est-ce que vous allez filmer. Et surtout que ça va nous aider dans l'étape qui arrive tout de suite après. Une fois qu'on a sauvegardé nos rushs, on les a traités, qu'est-ce qu'on fait? Question bête, hein. C'est... on dérush et du coup, on... Ouais, mais c'est quoi? Ça s'appelle comment, cette étape-là? Non, mais là, vous êtes trop détail, mais ça va aller direct, hein. C'est donc il y a le transcodage, donc ça c'est la version on fait le montage image, tout bête. C'est le montage image, et donc ouais, là les étapes
On va revenir un peu dessus juste après, mais, parce que c'est là où je vous donnerai des petits tips. Mais là, on est vraiment dans la version un peu... Après le montage image, qu'est-ce qu'on va faire? Et qu'on commence un peu à faire pendant le montage image. Ouais, c'est le montage son. Alors, il y a plein d'étapes dans le montage son, mais grosso modo, ça va... Il y a plusieurs monteurs... Enfin, c'est un détail quand même assez important à rappeler, c'est que chaque étape, là, enfin, à partir du montage image et montage son, on est vraiment dans des périodes d'écriture, enfin, des étapes d'écriture. C'est-à-dire, bah, vous vous doutez que le montage image, c'est une nouvelle écriture du montage, enfin, du tournage. Et au montage son, ça va être aussi pareil. C'est là où on va donner vraiment de l'ampleur, de la couleur, paradoxalement, même s'il n'y a pas de couleur, mais c'est une étape hyper importante qui va être fait là. Et du coup, là, j'ai un deuxième petit tips pour vous faciliter la vie. Je ne sais pas si vous avez déjà beaucoup vu de production amateur, mais des fois, il y a des petits sauts de son, des cuts. Et deuxième tips, donc, c'est pendant le tournage, c'est de faire un truc qu'on appelle un son seul. Est-ce que vous voyez c'est quoi un son seul? Je vois qu'il y en a qui font... Ça parle de lui-même. Bah, pas forcément. En plus, là, j'ai dit son seul, mais précisément son seul d'ambiance, du coup. C'est pour éviter les blancs qu'on peut entendre entre certaines scènes ou quand il y a C'est ça. des coupures. En fait, ça va vous permettre de lier deux plans. Alors, mais c'est vraiment un peu de la ristourne, mais ça permet vraiment des fois de noyer... Enfin, ça permet d'avoir une continuité de son. Et notamment, si par exemple, vous allez tourner dans un endroit où il y a un frigo, ça a l'air tout bête comme ça, mais les frigos, ils font un petit léger son. Et quand vous allez couper dans le rush, eh ben, vous allez entendre. Donc, facilitez-vous la vie. Pensez bien, à chaque fois que vous tournez dans un lieu, faites tourner pendant 1 minute. Juste un... Bah là, du coup, vous n'avez pas d'enregistrement son, mais vous tournez une scène juste sans bruit, sans rien, qui vous permettra un peu de faire ça, de le lier. Ça a l'air vraiment tout bête, mais je vous assure que ça va vous aider à fond. Juste pour ça, très précisément, je pense que si vous avez les HF qui sont bien accrochés sur vos comédiens, c'est pas une bonne idée de les enlever et tout, ça va vous faire perdre du temps. Mais vous pouvez très bien prendre votre téléphone, le mettre en mode dictaphone et enregistrer avec le micro du téléphone. Vous posez le téléphone sur la table, dans la cuisine par exemple, ou au milieu du décor, et vous faites tourner 1 minute 30 en notant bien votre prise de son, séquence 3, son seul, et ça serait trop bien quoi de faire ça. Moi, je suis pas sûr. Enfin, après, ça dépend du téléphone, en fait. Moi, je pense que si vous pouvez le faire avec les micro HF, ça va être mieux, parce que vous allez avoir la même qualité de son. Et c'est un peu comme l'image, on en reparlera, mais... Enfin, on parlait tout à l'heure des histoires de format. Il y avait une question de filmer avec plusieurs téléphones. Dans l'idée, on disait, mieux vaut filmer avec le même téléphone, et un peu le son, c'est un peu pareil. Si vous pouvez essayer d'avoir une cohérence... Après, oui, ça marche, hein, si vous avez un bon... Enfin, suivant les situations, après, moi, je vous recommande quand même de peut-être faire avec les HF, quitte à faire, mais c'est pas bête non plus. Hein. Ouais. Du coup, après le montage son, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais... On en a parlé un peu avec Grégoire tout à l'heure, et qui est un truc que je vous... Ouais. La colorimétrie. Ouais. Après, il y a le mixage, bien sûr. J'ai obligé de... je vais faire juste un point sur le mixage. Le mixage, vous voyez ce que c'est ou pas? Parce que c'est un peu... C'est pas le montage son. Le mixage, ça va être vraiment un moment où on va essayer d'harmoniser tous les sons. Et c'est encore une fois, en fait, paradoxalement, ça parle comme ça, mais une nouvelle fois, une écriture. Parce que si on décide de mettre une voix plus forte qu'elle l'est par rapport à une autre voix, en fait, ça va donner une importance plus forte à un personnage, par exemple. Ou si vous mettez une ambiance plus forte aussi. Enfin, c'est des trucs beaucoup plus subtils, mais ça fait beaucoup pour un film, en fait. Peut-être des fois, le son fait plus que l'image, mais... Bon, c'est pas une règle absolue, mais le son est vraiment pas un truc à négliger. Et du coup, oui, après, on a l'étalonnage. Donc, grossièrement, c'est ce que vous a dit Grégoire tout à l'heure. Hein, c'est là où vraiment, ça peut vraiment aussi, encore une fois, donner un nouveau sens au court-métrage. Et du coup, après, vous avez les VFX.
qu'on va rajouter. Et là, je suis revenu en arrière, et c'est nul. Enfin bon, grosso modo, on est arrivé vers la fin, et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On exporte, voilà. Toc. Je veux juste revenir sur ce qu'il disait par rapport au son et à l'image, pour vraiment, on n'arrête pas de parler du son, mais c'est hyper important. Un film avec une image, et ouvrez les guillemets moche, parce que voilà, mais une image moche, en tout cas de mauvaise qualité, avec un bon son, ça passe très bien. Un film avec une image super léchée, magnifique, si le son n'est pas bien, c'est quasiment irregardable. Enfin, c'est très compliqué. Oui. Donc voilà, on a les étapes un peu du montage. Donc on va passer plus en détail dans le montage image. Qu'est-ce que concrètement vous pouvez faire vous? Donc on a parlé de dérush. Oui, du coup la première étape souvent c'est de regarder ce qu'on a filmé. C'est intéressant de prendre des notes pendant cette période-là. D'ailleurs, peut-être avant même d'écrire quels sont les postes qui existent, et casser une idée reçue un peu, c'est que le montage, c'est pas solitaire. Même au contraire, c'est un métier hyper social, parce qu'on a le monteur ou la monteuse, et le réalisateur ou la réalisatrice. Et on travaille vraiment de consort ensemble. Et on va avoir une troisième personne aussi, du coup, voire quatre des fois, donc l'assistante monteuse, qui est une partie très importante, parce que c'est elle qui va bien sûr créer le projet de montage, qui va faire les synchros, qui va le trier, l'organiser. Donc, première chose à bien faire quand vous avez fini, après avoir fait les backups, c'est de bien organiser votre projet de montage. Alors, je ne sais pas sur quel logiciel vous allez utiliser. Si j'ai bien compris, il y aura un peu de tout. Mais essayez bien de séparer, enfin, si vous avez beaucoup de rush, en tout cas, de bien séparer par séquence. En fait, c'est toujours un moment où vous félicitez la vie et à renommer chaque piste, chaque clip vidéo avec le nom de la séquence qu'il est pour pouvoir après les trier dans l'ordre chronologique initial. Parce que oui, l'ordre peut changer pendant un montage. Là, le cas, moi j'ai monté un film, on a complètement remanié toutes les séquences, il y a des actions qui se sont passées à un moment, et là on les a mis à un autre moment et ça raconte autre chose. Le montage, là c'est une réécriture, et chaque scène en fait peut avoir son autonomie. Parce que c'est pas toujours... c'est vraiment pas des règles universelles à chaque fois. Mais voilà. Du coup, dérochage. Donc on regarde un peu tout nos pistes. On fait ce qu'on appelle un ours. Donc c'est une première version du montage. L'idée, c'est pas de faire un truc parfait. Ne perdez pas de temps. C'est vraiment de vous donner une première idée du film. Est-ce que ça marche? Tout bêtement. Et après, c'est le moment où vous allez vous réquestionner en mode ce que je viens de dire, est-ce que cette séquence-là, elle viendrait pas plus tard? Voilà. Et après, plus vous avancez dans le temps, plus il faut affiner, mais dans un premier temps, ne vous cassez pas trop la tête à faire un truc parfait, parce que vous avez peut-être fait bien la superbe première séquence, mais la dernière, elle est peut-être nulle à chier. Et l'idée, c'est d'avoir un truc homogène. Donc voilà pour le montage. Est-ce que vous avez des questions sur le montage un peu? Parce que là, l'idée c'est que je vais peut-être revenir un peu sur le tournage. Qu'est-ce qu'on a besoin comme matière? Au niveau de la fréquence d'image, vous me conseillez quoi comme... Eh ben, bonne question. Alors déjà, je vais l'agrandir. Concrètement, moi je vous conseille de toujours tourner dans la même chose. Si vous tournez en 30 images, restez en 30 images. Sauf si vous voulez faire un accéléré ou un ralenti, mais gardez toujours la même grandeur d'onde. Pareil pour l'image, essayez toujours de filmer dans le même format. Bon, là, c'est le format téléphone. Pour répondre à ta question précisément, ça dépend de ton portable. De toute façon, tu n'auras peut-être même pas le choix de choisir. En vrai, on s'en fout un peu. C'est quand même 25 a priori. En France, on a plus de facilité à aller sur des supports 25 images que 24. Le truc, c'est que sur les téléphones, il n'y a pas de 25. Enfin, ça dépend, mais par exemple, les iPhones, ils sont plus à 30. Mais c'est vrai, ouais.
Bah, faut se méfier, parce que moi, justement, je vous dis, parce que il y a plein de fois où j'ai dû intégrer des images de portable dans des films, et j'ai dû faire des conversions assez chiantes. Mais en gros, l'idée, c'est, en vrai, on s'en fout un peu du... Enfin, en tout cas, en post-prod, tant que c'est pas voulu, enfin, si c'est... Enfin, faut que ça soit une décision avant, mais en théorie, nous, on prend ce qu'il y a, et ça, c'est une question qui se pose avant. Mais tant que tu respectes toujours, que tu as toujours le même image par seconde, tout va bien, il n'y a pas de problème. Pareil au niveau de la diffusion, en DCP, on saura lire 24, 25, 30, pour nous ça change rien quoi. Juste éviter 29,97. C'est une vraie fréquence qui existe. Si, parce que ça peut avoir une influence. Petit aparté, parce que nous, on a un film de fin d'études qui a été fait en Corée. Et eux, là-bas, ils ne pouvaient pas tourner en 25 ni 24 parce que les fréquences des lumières n'étaient pas les bonnes et du coup, ça faisait beaucoup de flash. D'où le fait qu'on a dû tourner en 29,97 et ça a posé beaucoup de problèmes après. Enfin, beaucoup de problèmes. Pas insurmontable, mais c'est une petite épine dans le pied qui est assez pénible à gérer. Ce que je te conseille, c'est de rester sur des décimales, quoi. Enfin, 25 ou 24 ou 30. Mais, Après, du coup, il peut y avoir le même problème inversé en France. Les éclairages LED ou intérieurs, si tu tournes à 30, avec le réseau électrique qui est à 50 Hz, tu peux aussi avoir du... Ouais. Et ça, c'est bien... avec les éclairages intérieurs, quoi. Très, très bonne remarque, ouais. Ça, faudra faire gaffe à la lumière. Mais globalement, ouais, il y a plein de trucs. C'est pareil, on parlait d'étalo. Moi, je vous dirais de vous méfier parce que vous n'allez pas filmer en des qualités extrêmes, sauf si vous avez un bon portable. Je te prends la parole après. Essayez de faire bien déjà avec votre image. La partie étalo, des fois, c'est un peu dur, surtout si on n'a pas trop de compétences. Ouais. Mais tu comptes le filmer en 60 ou en 120 FPS ? Ouais. Alors pourquoi c'est une mauvaise idée? Ça prend de la place, exactement. Pareil, en 4K, 8K, bon, normalement vous n'aurez pas des appareils qui filment aussi haut, mais dites-vous que plus vous tournez avec des images par seconde et en grande qualité, plus ça va peser lourd, et plus aussi vos ordis vont galérer à les lire. Et 120 FPS, alors ça, si tu veux faire un effet particulier, ça ne sert à rien. Enfin, surtout qu'à la fin, les projecteurs, ils vont pas les lire à ces FPS. La diffusion, on sera limité à 30 images par seconde et à du 2,15. C'est pour ça, ouais. Pour faire du ralenti. Oui, sauf si vous voulez faire du ralenti, mais si vous choisissez ça, c'est un effet. Faut pas que ça soit la norme de votre court-métrage. C'est une question hyper ambitieuse. Je ne pense pas qu'il est raisonnable dans le 48 heures de pouvoir se permettre d'aller sur Pro Tools, sauf si tu as Pro Tools toi-même. Mais déjà, c'est sûr que ça serait bien. Parce que Pro Tools, en effet, pour ceux qui ne savent pas, Pro Tools, c'est du coup un des logiciels qu'on utilise pour faire du montage son et du mixage. Un logiciel très pro. Là, malheureusement, vous n'aurez pas trop le temps. Je pourrais éventuellement vous donner des tips le jour vendredi. Mais oui, non. Malheureusement. Et surtout, il faudrait exporter. Et là, on part dans un démarche. Mais tout comme l'étalo, quoi. C'est pour ça, l'étalo, je suis frileux aussi. Sauf si vous faites directement sur DaVinci. Mais comme les a rappelé mes camarades, n'oubliez pas que vous avez 48 heures pour tout faire. Donc vous lancez pas dans des projets trop ambitieux. Voilà. Je peux peut-être passer à des conseils pendant le tournage, pendant qu'on est aussi là-dedans. Comment on tourne? Enfin, globalement, moi, il y avait un truc qui reste encore toujours vrai, c'est toujours se poser la question de ce qu'on filme. Et notamment au montage, qu'est-ce qu'on garde du coup? Enfin, il faut accepter en montage l'idée qu'il y a des trucs qu'on va jeter. On va supprimer parce que si par exemple, notre ami qui va chercher une baguette, toujours cette histoire, à un moment, je sais pas, il a une interaction avec un personnage, et en fait, on se rend compte au montage que ça ralentit, en fait, c'est pas cohérent avec le reste de l'histoire, en fait, il faut jarter cette séquence.
Wow. C'est juste que, de manière générale, c'est même ça que je voulais dire. Un peu décousu, désolé. Mais c'est de rester cohérent un peu dans le film. Et même dans la façon de filmer. C'est pas enfin, c'est un conseil un peu, prenez-le avec des pincettes, mais de toujours essayer d'être cohérent. C'est-à-dire que si vous... Enfin, je vais prendre un exemple tout bête. Vous avez un champ contre champ de 2 personnes qui parlent. Donc les caméras sont fixes. Et tout d'un coup, vous faites un panneau sur une tête du haut. Ça va faire bizarre dans le montage. Là, du coup, faites toujours un peu attention que si vous êtes vraiment fixe tout le long, si à un moment vous faites un panneau, enfin si vous faites un mouvement de caméra, il faut qu'il ait un peu un sens. Sinon, il va juste faire tâche au milieu du reste. Alors encore une fois, c'est pas une science, enfin une vérité absolue, mais faites gaffe à ces petits trucs, parce qu'en montage, vous allez vite vous rendre compte que des fois, il y a des plans que vous voulez pas prendre parce qu'en fait, ils s'intègrent mal dans la cohérence du montage. Pareil, niveau des jeux des acteurs, si vous avez... sauf si vous êtes Dumont, mais si vous prenez un acteur qui joue hyper mal et un acteur qui... la comédie française qui sait super bien jouer, bah forcément, ça va vachement dénoter. Bah, c'est un peu pareil avec les plans. Voilà. Je vais juste rajouter un truc aussi, c'était qu'il y a des plans que vous allez galérer à faire sur le tournage. Quand vous êtes en montage, il faut vraiment que vous libériez du tournage et pas ça parce que vous allez galérer à faire un plan qu'il doit rester au montage. Des fois, il faut se dire, bah ouais, ok, on a passé trop de temps sur ce plan, mais là, pour la cohérence du film, il faut qu'il bouge, il faut qu'on l'enlève. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'un monteur, il est jamais sur le tournage, par exemple. Ouais, c'est très déconseillé. Et même, alors, du coup, c'est aussi un truc... Pourquoi c'est quand même bien que vous restiez plusieurs à monter? Pas forcément que vous soyez tous là, mais c'est la question du regard. Le monteur, pourquoi c'est intéressant qu'il ne soit pas sur le tournage, c'est qu'il n'a pas cette expérience du tournage et du coup, il arrive avec un œil frais sur le montage. Pareil, le rôle de l'assistant, en fait, l'assistant, c'est pas qu'un technicien qui... Enfin, c'est malheureusement de plus en plus le cas, mais c'est pas que celui qui fait les synchros au début et les exports à la fin, c'est aussi une personne qui va pouvoir voir le film en cours de montage et avoir un œil frais sur la matière. Et ça, c'est un truc que je vous recommande, c'est de faire des projections avec des personnes peut-être qui ont moins envie de faire de montage, mais quand même qu'elles soient là, pas loin, pour donner leur avis sur la matière. Voilà. Et du coup, je reboote par rapport aussi à cette idée de... des fois, on va couper des trucs, mais du coup, des fois, c'est important de les filmer. Et du coup, qu'est-ce que j'entends par là? C'est par exemple, vous allez faire une action, bah en fait, évitez déjà de commencer l'action aux actions. Laissez toujours un peu de temps avant que ce que vous voulez filmer arrive. Parce que ça permettra au montage justement d'avoir ce qu'on appelle des poignées, c'est-à-dire d'avoir un peu avant, un peu après, pour pouvoir réajuster à vous après le rythme pendant le film. Et même peut-être des fois avoir une entrée de champ, enfin je sais pas, le personnage rentre dans la pièce, là je dis un exemple à la con, des fois c'est quand même bien de l'avoir, même si on sait qu'on va l'enlever, mais au moins on a une continuité d'action, et si on veut... c'est pour pas avoir de regrets, pour se dire, ok, on a besoin qu'il rentre dans la pièce parce que ça raconte quelque chose. Bon, là, je dis un exemple un peu bête, mais je sais pas si c'est clair l'idée. Mais l'idée, c'est quand même toujours avoir un peu de poignée avant, quand vous tournez, pour pouvoir être confortable au montage. Voilà, je sais pas si j'ai d'autres conseils qui me viennent. Donc, question publique. Si vous en avez des interrogations, des... Au niveau du montage son, pour le mixage, on fait on essaie de voir s'il y a un peu le même niveau pour chaque scène, juste un peu à l'oreille. Ouais, en gros, c'est ça l'idée. Déjà, les règles un peu en montage, ce qu'on essaye d'éviter de faire, c'est de modifier le volume de l'ordi. C'est-à-dire, vous savez, l'ordi, pas dans le logiciel, mais vous êtes à 75%, vous gardez toujours ce 75% de son, de volume. Parce que si vous faites ça, et au milieu du film, tout d'un coup, vous mettez à 100%, et vous mettez un son, il vous éclate les oreilles, vous le baissez beaucoup, mais en fait, il ne va pas du tout avoir le même niveau que celui du début. Vous voyez un peu le truc ou pas, ou c'est un peu obscur? Un peu dur à expliquer, mais en gros, c'est ça. Au niveau des coupes du casque, le son
C'est ça. Ouais, en gros, quand vous allez prendre le son, vous aurez votre casque. Durant la journée, gardez le même volume d'écoute. Ne mettez pas plus fort ou moins fort. Parce que après, en plus, ils ne vont pas moduler. Non, en fait. Sur les caméras, non, ouais. Non, en fait, ça va pas. Non, ça va pas Mais dans le doute. Non, mais en évitez théorie, ce qui d'augmenter se passe le sur son. les tournages, c'est que comme c'est deux endroits différents, la caméra et l'enregistreur son, du coup, il y a le chef opérateur son, c'est celui qui module le son, c'est-à-dire qu'il peut jouer sur les captations du micro, il prend plus ou moins fort en tout cas, mais il a toujours le même niveau d'audition parce que forcément ça va jouer sa modulation. Le problème c'est que s'il monte son niveau d'écoute pendant la journée, bah, il va moduler plus bas et du coup ils vont se retrouver après en post-prod et en fait ils vont se rendre compte que le son est sous-modulé. Et du coup, et à l'inverse par contre, si genre on a un niveau de casque qui est trop bas, et ben on risque de saturer le son quoi. Mais bon là pour le coup ça risque de pas, enfin, vous ça va pas se poser parce qu'il n'y aura pas de synchro et que c'est la même chose, la caméra, le son et le micro. Vas-y. Est-ce qu'il y a des sites ou des applications qui permettent d'avoir des ressources pour les FX? J'imagine, oui. Ah, pour les sons. Ah oui, bah, il y a plein de bibliothèques de sons gratuits, ouais. Freesang, la Sonothèque, la BBC, un super site avec plein de sons gratuits. Ouais. Après, oui, bah oui. Ça, je pourrais vous donner de la ressource au jour J ou m'envoyer un message si vous commencez un peu avant. Et ouais. Je peux aussi transmettre un peu des plans VFX images. Même si je vous encourage pas à aller forcément sur la pente VFX image, mais mais oui, c'est possible. Ouais. Et même n'hésitez, ouais. Bon là, ça va être compliqué, mais n'hésitez pas à faire des sons seuls du coup d'objets. Si vraiment il y a un truc qui est important pour vous, des pas par exemple en off. N'hésitez pas à enregistrer ces pas dans le lieu. Parce que ça donne toujours une patte et une singularité au son, quoi. En termes pratiques, est-ce qu'il faut qu'ils prévoient tous des casques fermés, peut-être en Bluetooth ou quelque chose comme ça, pour pouvoir écouter le son? Comment... Sur le tournage ou Ouais, sur le... Sur le tournage. Moi j'allais en parler, c'est bien si vous avez, si par groupe vous avez au moins, je dis que c'est bien s'il y a une personne qui s'occupait du son et que cette personne amène un casque pas Bluetooth mais plutôt jack. Il y a une prise de mini jack Il y a des dessus. sorties, ouais, sur les... Ouais. Ouais. Il y a des sorties jack. Et si vous n'avez pas de casque, des écouteurs jack c'est super aussi. C'est vraiment trop bien d'avoir une écoute à ça, pendant les prises, parce que si le micro il est mal placé, qu'il frotte contre un tissu et tout, et qu'on l'entend pas, bah c'est trop dommage quoi. D'où l'autre intérêt de faire des sons seuls de la pièce, c'est aussi parce que les micros HF peuvent avoir tendance à frotter. Et ça permet aussi de vous supprimer du coup ces sons de frottement. Et du coup votre son seul, ça vous permet toujours d'avoir un petit son en fond. C'est les petites astuces bêtes à avoir. Bah voilà. Du coup, je récapitule un peu les trucs hyper importants. Du coup, le premier, vous vous rappelez, c'est quoi? Les backups, ouais. Toujours sauvegarder. Faire des annonces sur les plans. Ne pas hésiter à faire du RAB avant et après. Et surtout, installer ce petit truc de silence, moteur. 3 sur 5 première. Et voilà. Et toujours bien ranger aussi les sons. Enfin, tout... En fait, le montage, ça demande un peu de rigueur. Ça a l'air... Enfin, c'est un peu chiant, mais en vrai, ça donne grave du confort pendant le montage de ne pas avoir à chercher dans les 1 milliard de clips lequel est le bon. Donc, renommez-les bien dans l'ordre. Et voilà. Et après, bon, je sais pas... Ce truc d'ours là qu'on parlait, c'est Ouais. ils vont passer devant la table. La manière, la méthode pour monter, Ouais. d'abord passer en plus gros pour le focaliser sur les têtes. Oui, bah ça, je l'ai dit. Mais Ok. oui. Oui, bah c'est ça, ours. Oui. En gros, Ouais. quand vous allez passer à la table de montage, enfin quand vous allez passer au montage, vous allez dérocher.
Vous allez très vite avoir envie de rentrer dans la scène, dans les scènes et de focaliser dessus. Il faut vraiment passer par un système de d'abord vous mettez tous vos plans les uns derrière les autres, vous faites un bout à bout, ensuite un ours, et comme ça vous voyez constamment, en plus votre film ne sera pas très long, donc vous pourrez vous permettre de le regarder à chaque fois en entier. Et l'idée c'est justement de toujours être dans la globalité et pas vous lancer pêle-mêle dans une séquence du début, de passer beaucoup de temps dessus, et après rusher les autres, en fait se rendre compte que le film est déséquilibré. Et moi il y a un dernier truc que je voulais aborder, que j'ai oublié en scénario en fait, mais c'est la même chose en image et en montage, c'est la notion de point de vue en fait. C'est qu'un film bien sûr c'est le point de vue d'un auteur, un artiste, mais dans votre film, un film c'est un point de vue d'un personnage. On venait avec un personnage, c'est son point de vue sur la situation, sur ce qu'il traverse, ses émotions, ses problématiques. Et ça c'est hyper important, c'est quand vous allez déjà écrire votre film, posez-vous toujours la question de tous les personnages, est-ce que vous avez le meilleur, pas le meilleur point de vue, mais le point de vue qui vous intéresse le plus. Et surtout, si vous êtes vraiment avec ce personnage, si d'un coup vous partez pas dans d'autres lieux avec un autre quelqu'un d'autre, avec d'autres machins, soyez toujours avec votre personnage. Et donc ça s'accompagne aussi à l'image, c'est-à-dire que d'un coup, quand point de vue, ça ne veut pas dire que vous devez filmer ce qu'il voit le personnage. C'est quelle est la manière de le filmer qui rendra le plus compte de ce que le personnage traverse, à travers l'image, le cadre. C'est vraiment ça que je veux dire. Et à la fin, c'est la même chose au montage, c'est qu'il y a tout ce processus de point de vue. Pareil, quel est le point de vue au montage ? Est-ce qu'on est dans le point de vue du personnage ? Est-ce qu'on est avec lui ? On est cohérent ? Est-ce qu'on n'est pas en train de se perdre à droite, à gauche ? Et dans la même veine, c'est plus une idée aussi de scénario, mais concentrez-vous sur une idée. Vraiment, c'était un peu dit, mais allez à la simplicité de un concept, une idée, et pas de vous perdre dans plusieurs idées, justement pour garder ce truc de notre point de vue cohérent tout le long. Souvent, ça c'est un peu le piège des courts-métrages, on veut raconter plein de choses. Non, allez à l'essentiel, à une idée, et développez-la, quoi. Pour pas vous perdre aussi au montage de dire. Et pareil, oui, dans cette idée aussi de pas hésiter à des fois être cut. On n'a pas besoin des fois d'avoir Étienne qui remonte de la boulangerie pour sa baguette. Et en même temps, en fait, ça dépend du ton du film. En fait, c'est pour ça, c'est pas forcément une règle absolue. C'est que des fois, ouais, on a besoin d'installer des fois juste parce que le fait des fois qu'on le voit remonter cet escalier, ben, ça dit quelque chose sur ce perso parce qu'il le monte un peu d'une certaine manière. Enfin, voilà, c'est toujours à réfléchir à pourquoi on filme les choses. Et des fois, même si on parle pas, bah, ça raconte quand même quelque chose. Et éviter d'être dans l'explicatif aussi, par rapport au dialogue. Souvent, ça, c'est un piège, c'est que notre personnage raconte, alors qu'en vrai, quelques mots, des fois, suffit à comprendre ce qu'il veut dire. Donc, voilà.